Bonjour à tous, déjà. Donc on se présente, Lara Faguet du groupe Accor pour les marques Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget. Et Annick Teboul, directrice de création chez BEDC Digital. Alors, on est là pour vous présenter un cas de brand entertainment pour la marque Ibis, mais je vais revenir un petit peu avant sur la genèse stratégique, finalement, et les tenants de cette grande idée. Alors, on a mis tout simplement 3 logos, plutôt que des grands discours, pour vous raconter très rapidement la refonte stratégique de ces 3 marques, puisqu'on parle bien de 3 marques ici. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, on avait 3 marques qui s'appelaient Ibis, Étape et All Seasons, avec des niveaux de notoriété, de réseau, de capital, d'image de marque complètement différentes les unes des autres. Ibis, pour faire très rapide, avec une notoriété de 92 en France, mais inconnu dans certains pays, comme par exemple, ou alors venant d'arriver dans certains pays, comme par exemple, on peut prendre le Chili. Une marque All Seasons initialement qui avait un capital d'image de marque très très fort, très sympathique, très moderne, mais avec une notoriété quasi nulle. Et entre les deux, une marque Étape Hôtel avec une très belle notoriété en France à 72, mais avec un capital d'image de marque sèche. Donc le premier combat et le premier challenge, il était vraiment stratégique, c'est la refonte du pôle économique du groupe Accor avec une transformation d'une envergure assez incroyable puisqu'on parle ici de 3 marques, de 58 pays, de 1700 hôtels. Donc la refonte a été faite d'un point de vue strat, évidemment en amont, marketing, puis toute l'installation d'une nouvelle stratégie de communication qui a porté sur la famille puis sur chacune des marques. Cette refonte stratégique, elle a été faite évidemment, donc là je parle d'un point de vue communication uniquement, a été faite et rendue visible évidemment par la partie identité visuelle que vous pouvez imaginer, dans les 58 pays, à un rythme complètement fou puisqu'on a tout fait en 1 an, et après d'un point de vue, on va dire plutôt communication et publicitaire, avec une nouvelle promesse de marque articulée vraiment sur le bien-être, sur le sommeil au confort absolu. Donc ça, c'est la nouvelle promesse de marque, ce bien-être et cette promesse d'offrir à nos clients une nuit parfaite. Alors, ça peut paraître être finalement fondamental. Vous allez dans l'hôtellerie, vous allez dans un hôtel, évidemment, vous avez envie de bien dormir. Mais finalement, ce fondamental, alors je ne sais pas si les uns les autres, vous expérimentez tout style, j'allais dire, d'hôtellerie, tout segment de l'hôtellerie, que ce soit du low cost, de l'éco, ce qu'on appelle chez nous du mid-scale, jusqu'au haut de gamme et au luxe. Mais il y a des disparités au sein des marques, au sein des enseignes, au sein, après, des différents réseaux en comparaison des différents pays, qui est assez probant. Et cette disparité, finalement, il a fallu la renourrir de l'intérieur. Donc le fondamental, c'est le bien dormir, qui est passé par une campagne publicité que vous devez voir derrière nous, qu'on a appelée la campagne Happy Sleep, qui est vraiment tout simplement le fondamental du sommeil heureux, du sommeil absolu, campagne qui a été photographiée par Martine Parr, pour, au-delà de la simplicité, mais c'est un mot qu'on accepte volontiers dans la famille Ibis, c'est un beau mot d'être simple, d'être clair aussi, au-delà de la simplicité de la campagne, c'était une façon aussi de mettre en avant les différentes figures du sommeil. Alors, quand on parle de sommeil et de promesses de marque, c'est bien de dire des choses, c'est bien la pub, mais il faut des preuves. On a une preuve tangible, très forte, qui a été construite, pensée, designée directement par l'interne du groupe Accor, qui est la nouvelle literie, la nouvelle solution pour offrir ce sommeil. Alors, en général, les groupes hôteliers, majoritairement, s'appuient sur des références, achètent du Simons, Dan Le Pilot. Le produit est déjà existant, c'est plus facile. Là, on a repensé tout de A à Z, et c'est un produit vraiment, je me permets de le dire, mais qui casse les codes, en fait, qui décloisonne. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément pensé uniquement dans le business model. On respecte le business model, évidemment, mais on casse les codes en se disant, une fois de plus, que si nos clients circulent du low cost au haut de gamme, ils ont en eux, par leur expérience client, des exigences vis-à-vis du bien dormir, du bénéfice, mais également de la literie, qui ne répond pas, ils ne se disent pas, on est dans l'économique, c'est normal, c'est moins cher, donc la literie, elle est pourrie. Non, les exigences, excuse-moi, je dors économiquement. Voilà, on ne dort pas économiquement. Donc l'exigence était d'avoir un produit, une super
supériorité produit pour offrir ce Sweet Bed by Ibis, puisqu'il a été marketé avec un nom qui est le Sweet Bed by Ibis, pour vraiment avoir une preuve tangible de notre promesse de marque et donc être sûr d'offrir à nos clients ce fameux bien-être dans le sommeil, ce fameux sommeil, j'allais dire, absolu. Et le Sweet Bed a été finalement la première preuve, le premier élément de soutien d'un début de brand content. On a commencé l'aventure du brand content, donc c'est vrai vous allez voir, on est vraiment dans une continuité par rapport à la stratégie de marque, par rapport à ses fondamentaux, par rapport à ses éléments constituants. Une première idée qui était le sleep art, donc l'art du sommeil, qu'on a mis en place il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ouais, à peu près. 1 an et demi. 1 an et demi. Et l'idée était tout simplement de rendre concret, de rendre tangible le sommeil. Parce qu'en général, quand on dort, on ne se voit pas, on ne voit rien, on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, l'idée, c'était vraiment de concrétiser, de transformer les données tangibles du sommeil. Donc ça peut être tout simplement le poids de votre corps sur la literie, les mouvements, la température, puisque la température du corps augmente aussi pendant la nuit. Et de prendre ces données du sommeil, de les rendre directement tangibles via la transformation en œuvre d'art. Via un petit robot qu'on voit là en photo, qui a été construit également de A à Z pour raconter cette histoire. Et toutes les données étaient transmises donc d'un vrai lit, d'une vraie chambre, d'un vrai hôtel Ibis d'un vrai dormeur. Et d'un vrai dormeur, évidemment. Toutes ces données étaient transmises par Internet, par Wi-Fi, d'un pays à un autre, pour que le robot puisse peindre en temps réel les données du sommeil et le transformer en œuvre d'art, d'où Sleep Art. Et c'était d'ailleurs pour rendre également hommage à cette année de réflexion des ingénieurs Ibis sur la construction de ce Sweet Bed. C'était pour nous une manière aussi de mettre en avant, avec la technologie, ce travail qui avait été fait de la part de la marque. Bien sûr. C'est vrai que quand on parle de supériorité produit, je reviens, après on va raconter l'histoire, mais cette supériorité produit, c'est 3000 heures de travail, c'est 60 ingénieurs, enfin, on parle de choses réelles, hein. On n'est pas en train d'inventer des belles histoires juste pour le fun, juste pour faire rire un public, juste pour émerger, juste pour faire le buzz. On parle bien d'un lien concret à quelque chose de fort, à un pilier qui est la strate de marque et sa preuve et son expérience dans nos hôtels. Alors, le Sweet Bed by Ibis. L'histoire continue cette année, depuis exactement le 20 janvier, avec l'envie d'aller finalement encore plus loin. On va revenir sur quelques objectifs de marque par rapport à l'image de la marque Ibis. Vous avez tous en tête, j'imagine, votre propre vision de la marque, et je la respecte. Certains pensent peut-être qu'elle est encore ringarde, peut-être que d'autres se disent « Ah, finalement, j'ai changé d'avis, je trouve que c'est une marque qui commence à être dans l'air du temps ». Enfin voilà, on est dans cette période finalement de transition pour la marque, où on vient de loin dans certains pays, et même pour certains en France. On a un vrai besoin de dépoussiérage. Et dépoussiérer, soit on le fait progressivement, étape par étape, et on prend son temps, soit on pousse les limites de l'exercice et de l'histoire, et on essaye d'aller beaucoup plus loin et d'emmener la marque finalement là où on ne l'attend pas. Et comme BETC Digital aime bien aller là où on nous attend pas, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc finalement, l'objectif de ce brand entertainment, une fois de plus dans la continuité et dans la volonté d'appuyer la promesse de marque, vous l'aurez compris, la preuve produit, c'est surtout de moderniser très rapidement la marque, de ne pas attendre 5 ans. De la rendre beaucoup plus émergente. C'est une marque, déjà, juste pour parenthèse, quand on est dans l'hôtellerie, on n'est pas dans un bien de consommation courante et il n'est pas forcément évident d'être au quotidien dans la tête de nos consommateurs. Donc comment faire aussi pour garder ce lien avec nos consommateurs au-delà des périodes où ils sont dans un besoin et dans une recherche d'hôtel et dans une période de réservation. Donc créer ce lien, ça passe aussi par du brand content et du brand entertainment. Donc ça relie finalement l'image, et je reviens à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, l'image et les médias traditionnels dont on a besoin pour la notoriété, pour la perception d'image, mais on ne peut pas le faire dans tous les pays. Je vous rappelle, 58 pays, j'ai des réseaux de 800 hôtels en France, j'ai un réseau de 4 hôtels dans d'autres pays, avec des budgets publicitaires qui ne sont évidemment pas les mêmes. Comment on relie tout ça ? Faisant de l'image,
en étant international, le brain entertainment et le brain content sont vraiment des solutions quasi évidentes. Alors c'est évident quand on l'a fait, peut-être aussi, mais ça relie l'image, ça relie le business et ça nourrit surtout au quotidien quand on ne pense pas à l'hôtellerie tous les jours. Parce qu'en général, on va à l'hôtel une fois tous les 18 mois, après chacun son expérience, mais c'est la moyenne. Donc l'idée, c'était de lancer le défi à BETC, déjà, qui est notre agence, et de dire comment on va créer cette envie, surprendre sur un sujet qui est le sommeil, avec un produit qui est le lit. Alors, pas tout de suite. Non. Mais c'est bien de l'anticiper, peut-être. On va anticiper le son. Donc effectivement, avec, comme le dit Lara, ce sweet bed, qui est quand même un peu le Graal chez Ibis. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce lit? Cette preuve produit est tellement forte que, bien évidemment, on a eu très très envie de faire un torture test. En revanche, on n'avait pas envie de faire un torture test comme les lessiviers ou comme tous ces torture tests banals. Et puis surtout, on avait envie de faire rêver sur ce sommeil. Et puis, on n'avait pas envie d'être très soporifique non plus. Et je vais arrêter là de filer cette métaphore du sommeil, mais on avait envie de trouver quelque chose qui fasse finalement davantage la démonstration de tout ce qu'on allait mettre comme enjeu dans ce torture test que presque du torture test lui-même. Donc, l'idée qu'on a eue, ça a été de raconter l'expédition qui pouvait conduire 5 aventuriers à installer ce lit sweet bed dans un endroit du monde où il est impossible de dormir et de faire la démonstration de ce sommeil parfait n'importe où. Donc, toute notre narration raconte cette aventure et puis bien évidemment, même si je ne veux pas dévoiler la fin, ce qui va se passer quand notre aventurier leader va s'endormir dans un endroit où normalement on ne s'endort pas. Nous avons lancé la campagne avec un trailer, donc je vais vous faire partager ce trailer tout de suite. This is the place. This is the place where it's impossible to see. We're gonna get up to the top and sleep in this bed or die trying. Okay, I think I'm ready. Good night, everyone. Donc là, on vous dévoile le nom de l'opération, Ibis Expedition The Ultimate Sleep. Toujours dans cette idée d'exploit et puis d'absolu, puisqu'il y a quand même deux façons de lire le mot ultimate. J'espère que déjà vous avez compris un petit peu l'esprit dans lequel on est, c'est-à-dire quand on dit d'emmener la marque là où on ne l'attend pas, d'emmener la marque de la pousser justement dans ses retranchements, de pousser les limites du sweet bed, du produit, de la narration, de l'entertainment. Donc c'est tout ce qu'on va vous raconter maintenant. Moi, ça me fait plaisir d'avoir entendu certains d'entre vous rire un peu à la vue de ce trailer, parce qu'effectivement, c'était bien l'état d'esprit dans lequel on était aussi, de se dire que finalement, c'est quand même un peu ridicule d'aller emmener un lit en haut d'une montagne, mais qu'on avait super envie de divertir effectivement notre audience avec cette histoire un peu abracadabrante, on doit le dire. L'idée, c'est pas de se prendre au sérieux. Je vous parlais de simplicité tout à l'heure. Ça fait partie des valeurs de la marque. Simplicité, modernité, bien-être. Modernité, ça vous d'en juger. Mais simplicité, c'est ça aussi, c'est d'être décontracté et vous comprendrez à la fin que c'est une histoire divertissante. Tout à fait. Alors, pour héberger ce film qui dure 14 minutes, on a imaginé une plateforme qu'on a développé en HTML5, qui est visible sur tous les devices,
qui a été développé en 11 langues. 11 langues. Et en fait, effectivement, pourquoi une plateforme digitale alors qu'on a un documentaire d'aventure qui dure 14 minutes, qui dure pas, mais qui dure 14 minutes, et qu'on peut tout à fait, qu'on aurait tout à fait pu diffuser sur YouTube. Bon. Mais enfin, c'est vrai que juste pour compléter, parce que c'est un point important, pourquoi tout un dispositif d'expérience digitale plutôt qu'un simple documentaire à visionner. Déjà, il y a une première réponse, c'est qu'on voulait être dans l'action, l'interaction avec notre public, et plutôt qu'être dans la passivité. Alors, on pourrait faire un très beau film qui puisse être divertissant, mais là, vous allez le voir, on rentre beaucoup plus dans la richesse de contenu, dans la richesse d'entertainment, et dans cette interaction. Finalement, il y a une liberté de l'internaute à s'approprier, à jouer avec le contenu. Effectivement, le visionnage des 14 minutes en toute passivité est tout à fait possible, mais on peut rentrer un peu plus profondément dans le site, un peu plus précisément. D'abord, on avait quand même, grâce à cette captation et à cette aventure réelle, on avait quand même énormément de contenu à partager, notamment des interviews post-tournage. On avait plein de choses qu'on avait envie de faire partager à nos internautes, et c'est vrai que leur donner l'opportunité ou pas d'aller les découvrir, ça faisait aussi partie de cette aventure qu'on voulait leur faire vivre. Aller se promener en haut d'une montagne au Venezuela, c'est quand même aussi des paysages qui sont assez exceptionnels, et on n'a pas forcément l'occasion d'y aller tous les jours, donc leur faire partager ça aussi. Il y a un côté très cinématographique aussi dans le divertissement, hein, vous le verrez. Et quand tu parlais d'aventurier, je me permets, Annick, je reviens à ces mots de simplicité et de vérité, de concret. Les aventuriers qui sont dans cette histoire sont des vrais aventuriers. Ce ne sont pas des acteurs. C'est là où on s'éloigne un peu finalement de l'écriture publicitaire classique. Et la question se posait initialement, c'est est-ce qu'on prend des acteurs, est-ce qu'on prend des vraies personnes qui ont ça dans les tripes, qui finalement vont peut-être moins bien jouer que d'autres, mais c'est pas grave, on ne se prend pas au sérieux une fois de plus. Mais en tout cas, on est dans la vraie émotion, puis ça se ressent, quand il y a de l'humour, on est dans le vrai humour, c'est naturel, c'est écrit parce qu'une fois de plus, on est dans le marketing, mais tout n'est pas écrit. Il faut laisser une part aussi un petit peu au naturel. Oui, même si on s'est effectivement pas mal interrogé sur quelle est la part du documentaire et quelle est la part de la fiction qu'on veut donner à ce film, on a fini par trancher effectivement pour le documentaire avec effectivement des personnalités qui ne sont pas des acteurs et qui parfois ne sont pas forcément hyper justes, mais qui sont eux-mêmes. Alors c'est vrai que du coup dans le côté divertissement, certains nous ont parlé de Man vs Wild ou des choses comme ça. On sent qu'on rentre dans un univers, quand on parlait d'emmener une fois de plus la marque là où on l'attend pas, il y a une espèce de choc de culture. Ah bon, c'est Ibis qui a fait ça, et c'est là où on interpelle, c'est là où on emmène la marque beaucoup plus loin et on gagne du temps surtout. Alors, on va vous montrer un petit film, un petit digest de cette plateforme, évidemment non exhaustive, parce qu'on a juste super envie que vous alliez voir aussi à quoi il ressemble.
laissera aller voir la suite, ce qui vous intéresse sur la plateforme Ibis Expédition. Juste tout à l'heure, on parlait d'investissement publicitaire. Alors en plus, là, dans un cadre international, avec des montants dérisoires dans certains pays, sachant, je le rappelle, on est dans le secteur de l'hôtellerie économique. On n'est pas constructeur automobile, je ne sais pas s'il y en a parmi nous. On a des budgets d'investissement pub qui sont, je me permets le mot, mais dérisoires par rapport à certains annonceurs. C'est là où il faut être d'autant plus malin, impactant, fort, créatif quand on prend la parole. Parce qu'on ne parle pas souvent en termes de médias traditionnels, que ce soit en pub, en radio, on en parlait tout à l'heure. Donc quand on parle de nous, il faut que ça s'entende et qu'en plus, c'est là où ça doit être normalement, partageable, viralisable. Alors, un petit parcours rapide du site. Comme je vous l'ai dit, il y avait énormément de contenu. On n'avait pas non plus envie de noyer les gens. Et c'est toujours un peu frustrant quand on a un site assez dense et profond de se dire que finalement, on n'en a vu que très peu. Donc, on a fait les choses par couche de façon assez simple. Le premier niveau, c'est la visualisation de la vidéo. Dès qu'on arrête la vidéo, en cliquant sur l'image simplement, apparaissent, en fonction des moments où on se trouve dans l'histoire, des contenus additionnels. Vous voyez là une fenêtre qui s'ouvre, qui permet de voir la scène qu'on vient de voir en vidéo, mais filmée en multicam de la traversée d'une rivière de ce lit Sweetbed. Avec les GoPro, c'est là où on a encore mis un peu de techno. Tout à fait. Petite techno. On a une barre de navigation qui se déploie et qui nous permet de lire la timeline qui, elle, revêt le relief et le chemin que prend l'expédition du début jusqu'à la fin, à l'arrivée en haut de la montagne. Et ce qu'on a appelé une intensity line en rouge qui nous permet de mettre en avant au pic de l'intensité les contenus additionnels qui sont les plus forts et qui vont être ceux 360, des vues hélicoptères, le monitoring du sommeil qu'on voit à l'écran et qui nous permet de voir comment cet aventurier s'en sort en dormant dans le Sweetbed en haut de cette montagne, alors qu'il fait 9 degrés. Et à la fin de la timeline, on a un espèce de sommaire qui nous donne une vue globale de la totalité des contenus, dans laquelle on en a ajouté 2. Qui raconte la légende d'un lac à côté duquel les aventuriers passent et qui raconte la légende du mont Roraima. D'un lac Maudit. Tout à fait. Voilà, on a développé cette map en WebGL. On a effectivement utilisé des GoPro pour la captation. On a essayé de faire les choses de façon les plus exceptionnelles possibles, même si on n'a pas forcément non plus eu un budget de long métrage comme on aurait aimé l'avoir. Et juste un dernier point auquel je pense, que c'est vrai qu'on parle de Brain Entertainment, là on vous présente un cas qui s'exprime via une expérience digitale. C'est la place de la marque en fait dans tout ça. Naturellement, on a toujours envie de placer la marque la plus visible possible, avec un logo le plus gros possible, etc. Mais évidemment, nous, on n'est jamais d'accord. En fait. Mais là, on a été d'accord. L'idée, c'était de laisser un maximum de place au contenu et d'être beaucoup plus subtil sur la présence de la marque. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a du branding, sinon on ne s'appellerait pas des publicitaires et des marketeurs. Mais la marque doit s'effacer, c'est-à-dire que pour que ce soit du vrai entertainment, pour créer une vraie relation, une vraie complicité, une convivialité avec notre cible, la marque ne doit pas être omniprésente non plus. Enfin, dans notre cas, en tout cas, ça ne concerne que nous. Donc, si vous allez voir, vous verrez que la narration, même la promesse de marque, est extrêmement subtile parce qu'on est embarqué dans une histoire. Donc, c'est pas une expérience digitale avec des fiches produits, par exemple. Quand on parle du produit, parce qu'on en parle, c'est subtil, c'est malin, c'est avec des accroches à double sens qui font écho, oui, à une technologie ou à une preuve produit, mais avec de l'humour. Et c'est important de trouver cet équilibre parce qu'on sait que nos clients, on sait que le public
est évidemment fortement sollicitée pour que les marques leur parlent, mais elles aiment percevoir qu'il y a un certain détachement, une certaine générosité finalement de la marque à proposer un contenu sans avoir j'allais dire, un gyrophare à tourner autour de ce contenu. Alors donc cette campagne se compose d'un trailer, d'un site et d'un concours sur Facebook. On a créé un onglet sur la fanpage d'Ibis parce qu'on avait aussi très envie, par ce biais-là, de driver notre audience sur le site. Et en fait, on a imaginé un concours assez simple. Il s'agit d'un quiz dont les réponses, évidemment, se trouvent dans l'histoire sur le site, mais qui est quand même extrêmement divertissant parce que aussi très intéressant en termes de dotation. Sur les dotations, pareil, alors les jeux concours, tout le monde en fait, en a déjà fait. C'est important, pareil, là, d'être dans la générosité de marque. Alors, et dans la cohérence. Donc là, on a offert des tenues Columbia, on en parlera tout à l'heure, mais qui est l'un de nos partenaires. Ça permet aussi d'être malin quand on a des partenaires et qu'on n'a pas beaucoup de budget. Une semaine au Brésil, dans un Ibis, évidemment, mais c'est quand même une semaine, pas un sommeil, mais une semaine au Brésil. Des GoPro, des air drones, enfin voilà, tout ce qui a aussi un petit peu participé en termes d'équipement à cette aventure Ibis Expédition. Et puis ça nous permettait aussi, dans cette envie de faire profiter les internautes de l'expérience, de leur faire gagner des choses que les aventuriers aussi avaient, comme les tenues, comme les GoPro, etc. Sachant qu'au niveau des participants et des gagnants, ce qui sera intéressant, on n'en est pas encore là puisque l'opération a été lancée il y a un mois. On a, ça y est, nos 40 gagnants et ça nous permettra aussi dans la continuité d'interagir avec eux, de voir s'ils s'expriment aussi en disant bah, c'est super, j'ai gagné une semaine au Brésil et peut-être qu'ils vont naturellement poster des photos, on regardera tout ça. Peut-être qu'ils posteront des photos d'eux en tenue Columbia. Enfin, tout doit se construire et s'entretenir, j'allais dire, dans cette continuité. Il ne faut jamais lâcher chaque contact exposé à la marque. Donc il faut être malin quand on n'a pas beaucoup de sous. Il faut être malin, il faut être créatif, il faut être malin. Alors on parlait de partenaires. On a 2 partenaires majeurs. Donc Columbia, qui est une marque déjà avec laquelle on se sent proche en termes de valeur. Ça, c'est la moindre des choses. Donc une marque internationale, une marque qui a pas mal d'affluence, qui a une page Facebook avec plus de 400 000 fans. Une marque qui est dans la nature, dans le sport, donc qui était tout à fait cohérente avec les valeurs de la marque, mais également avec Ibis Expédition. Et la marque Vice. Alors, Vice, c'est une marque et c'est un média. Et puis, il y a peut-être des gens de Vice qui sont avec nous. Je ne vois pas de main levée, mais je crois qu'il était là tout à l'heure. Donc, Vice, c'est encore le choc des cultures. Ce que vous mettez Vice à côté d'Ibis, je peux vous dire qu'on a eu des réactions. Ça ne marche pas, ouais. Je ne sais pas, qui connaît Vice ? Ah ouais, bien. Donc voilà, on est sur une marque, on va dire, à la fois qui s'adresse aux digital natives, à la fois sur une marque qui a des contenus sulfureux. Je peux dire le mot, oui, mais voilà, qui peuvent être sulfureux, pas toujours non plus. On est sur une marque extrêmement décontractée, décomplexée. On est sur une marque vraiment, totalement dans l'air du temps. C'est une marque, mais c'est aussi un publisher, puisqu'il y a un magazine, il y a un site, il y a plusieurs sites, même avec les sites de contenu de musique. C'est également un magazine print, c'est vice.com, c'est 35 pays, donc ça nous rejoint bien en termes aussi d'ambition internationale. Donc Vice a été partenaire à quel niveau ? À la fois comme producteur. Alors là, c'est un vrai parti pris parce qu'on aurait pu prendre une production, une agence de prod publicitaire et on aurait fait de la pub classique. Mais en prenant, mais je vais te laisser parler, parce que c'est plus ton domaine sur la prod. En fait, quand on a proposé ce projet à Vice, ils ont été assez facilement finalement emballés par l'idée un peu barrée, un peu what the fuck d'aller emmener ces jeunes à la quête d'extrêmes en haut d'une montagne pour promouvoir un lit. Et ils nous ont vachement aidés dans ce sens-là parce qu'effectivement, grâce à eux, on a réussi, comme on le disait tout à l'heure, à tourner avec des aventuriers. Alors en vrai, les 2 aventuriers sont les 2 principaux héros du film. Et après, les
personnages qui sont autour de ces deux aventuriers, les 3 personnages qui sont autour, ne sont pas des comédiens, mais ne sont pas forcément non plus des aventuriers. Ils ont été un peu immergés dans un univers et dans un rôle qui n'était pas leur, ce qui donne aussi toute cette fraîcheur. Ils ont quand même un réseau en termes de réalisation et de production qui donne toute cette ambiance à notre documentaire. Et puis surtout, ils ont été vraiment très aidants, quoi. Ils ont poussé les choses de façon à ce qu'elles voient le jour telles qu'elles les ont vues, donc de manière très réaliste, en fait. Mais là, c'est vrai que quand on parlait de choc de culture ou de choc de rencontre en termes d'image, c'est là où il faut porter les projets aussi en interne, parce qu'il y a parfois des réticences. Juste en termes aussi de partenariat et d'activation et d'influence, là où on voit l'importance des partenaires, c'est une fois de plus, quand on raconte un contenu, il y a une communauté, chacun a sa communauté, Vice a une communauté, Columbia a une communauté, des vrais personnages comme ceux qu'on avait, Aaron et Gareth, et Ella Edmonds qui est journaliste, ont des vraies communautés. Donc quand on n'a pas forcément tous les moyens, on peut s'appuyer aussi sur des communautés parallèles, des tierces existants. Les résultats ? Très rapidement. Alors, donc le projet a 1 mois. Donc il est encore tout récent. Évidemment, on est ravis des résultats et on va vite le comprendre pourquoi. Alors d'un point de vue RP, vous regarderez un petit peu, si vous tapez Ibis Expédition sur la toile, vous verrez qu'il y a beaucoup de remontées. Donc à date, on est à plus de 200 retombées RP dans 21 pays, que ce soit de la presse traditionnelle, mais surtout, moi ce qui m'intéressait, c'est d'aller choper des médias et des blogueurs qui ne s'intéressent pas à Ibis. Parce que être dans hôtellerie-restauration ou dans les échos, encore, on peut assez facilement parler d'accord et à parler d'Ibis. Moi, ce qui m'intéressait, et c'est là où on a été très fort avec aussi nos équipes RP et avec BETC, c'est d'aller faire en sorte que des blogs influents, mais des blogs digital natives, des blogs lifestyle, des blogs vraiment trends qui parlent de nous. Donc ça a été une première étape qu'on avait commencé à titiller avec Sleepart et qu'on a vraiment accompli avec Ibis Expédition. Donc les blogs qui font partie de cet univers digital, et en termes de résultats de la plateforme, donc on avait ciblé en termes de KPI 700 000 visites au bout de 2 mois, on avait dit au départ, sur la plateforme. Au bout d'1 mois, on a 1,2 million. Donc ça, c'est super, parce que c'est vraiment un chiffre impactant, surtout avec des sources, beaucoup en accès direct. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens en ont entendu parler. Alors on les connaît, les sources, les médias, les blogueurs, etc. Au-delà du 1,2 million, on avait un autre outil qui est le trailer, alors qui ne faisait pas partie des KPI au départ, puisque au départ, c'était vraiment d'axer, de driver les visiteurs sur la plateforme. Le trailer n'était finalement qu'un outil de RP, de contenu supplémentaire. Mais évidemment, on l'avait quand même mis en ligne sur notre plateforme YouTube. Et on est aujourd'hui, ce matin en tout cas, à 1,8 million de vues sur le trailer. Pour être honnête aussi, avec quand même un push de paid media qui a été fait 2 semaines après le lancement, donc après le 20 janvier. Et puis un autre curseur qui est important de regarder, c'est le temps passé. Parce que c'est très bien d'avoir plein de gens, d'avoir du quanti, mais on s'était dit, si on a 700 000 personnes ou 1 million de personnes qui passent 3 minutes sur notre site, on sera très content. Alors là, on est extrêmement étonnés. Ouais, et puis on est très fiers surtout, parce que justement, ça veut dire que notre mission d'entertainer a été accomplie. On est à 6 minutes 30, ce qui, moi, me semble super sur du digital. Au départ, quand on est parti sur un film de 14 minutes, il y a eu des grands débats. On s'est dit, mais vous êtes fous, les gens, au bout de 30 secondes, ils décrochent. Il n'y a pas toujours. Quand il y a du vrai brand entertainment, quand c'est généreux, quand c'est bien fait, quand c'est drôle, quand c'est riche, la preuve, c'est que les gens peuvent passer du temps avec votre marque, et même sur le digital. Et 6 minutes 30, ça représente à peu près le double en termes de normes du temps que les internautes passent sur un site de marque, ce qui fait qu'effectivement, on a de quoi être fiers, je pense, de ce chiffre-là.
Et juste pour terminer, 2 derniers chiffres sur la partie Facebook, qui était pareil, un additif à l'ensemble du plan de com et du plan d'action. Donc on a eu 20 000 visiteurs sur l'opération et 10 000 participants voilà, sur une opération qui a duré entre 2 et 3 semaines maximum. Voilà. Bravo. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Bonsoir, Gilles Charousset. Moi, j'ai un témoignage, une remarque et une question à vous poser. Le témoignage, c'est que j'ai vu le film. Je l'ai vu parce que, en fait, je suis abonné à un blog de tendance qui s'appelle Trendside Story, qui décrypte la transformation numérique des entreprises. Et donc, le témoignage, c'est que c'est absolument génial. Moi, j'ai passé plus de 20 minutes. Voilà, donc c'est fabuleux. Je vous encourage vraiment à y aller. La remarque, c'est que j'étais bluffé par Ibis. Donc la dimension modernité, ça fonctionne parce que au départ, j'ai du mal à comprendre et à croire que c'est Ibis qui fait ça. Mais alors je ressors de là en me disant, j'ai plus le même regard. Voilà. Et la dernière question, c'est est-ce que vous l'avez fait à l'époque de Denis Hennequin ou plutôt Sébastien Bazin en fait? Très bonne question. Merci. Très bonne question. Il n'y voyait pas de prétention de ma part, mais au-delà de ça, on l'a fait à l'époque, j'allais dire, de BETC Digital, voilà, et de la réflexion. Ça a été fait un petit peu hors. Hein. Vous voyez, c'est comme il n'y avait pas des gros investissements publicitaires, ça a été fait entre les deux. Donc, le 20 janvier, quand on a lancé l'opération, c'était la première, donc il y avait une conférence de presse, c'était la première présence, la première intervention de Sébastien Bazin, qui l'a découvert en même temps que les journalistes. Donc, on va dire qu'il n'y avait plus Denis Hennequin, mais je suis sûre qu'il aurait adoré ce projet parce que avec à la fois son côté rock et son côté à dépasser les limites, il nous aurait suivis. Et il n'y avait pas vraiment encore, en tout cas pas son œil sur ces projets de la part de Sébastien Bazin, mais qui a adoré. Et pour la petite anecdote, en sortant du lancement de cette présentation, il est venu me voir et il m'a dit finalement, ça me donne envie de changer de métier. Je me demande si pour la prochaine expédition, j'aurais pas envie de me lancer dans l'histoire. Et en plus, je lui dis c'est drôle parce que Gareth Jones, et c'est vrai, qui est l'un des personnages, est un ancien financier de la City et est devenu aventurier aujourd'hui. Merci en tout cas pour vos commentaires. Merci. Oui, alors bravo, hein, c'est un très beau projet. Hein, je suis là, bonjour. Et non, très audacieux, et c'est vrai que j'espère que beaucoup de marques vont être aussi audacieuses que vous. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir en termes de staff mobilisé, justement côté à la fois accord et côté agence. Et par ramener au temps finalement passé de cette opération, voilà, quelles étaient les personnes concernées et comment vous avez fonctionné pour aller au bout? Alors côté d'accord, ça va paraître un peu fou, mais il y a une personne. Voilà, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de conviction, parce qu'il faut savoir fédérer en interne les équipes et les pays. Donc voilà, on est une toute petite équipe. Donc à la pub, hein, il y a une personne pour 3 marques. Mais heureusement, quand il n'y a qu'une personne, il y a un partenaire solide, il y a un partenaire de confiance. Et là, je vous parle vraiment à cœur ouvert, mais j'aurais jamais pu le faire si on n'avait pas été branchés sur les mêmes longueurs d'onde avec BETC et BETC Digital. L'idée était de toujours avancer, de jamais avoir un pas en arrière, toujours avancer, toujours dans cette idée de challenge, d'audace, d'aller plus loin. Donc il y avait un petit peu plus de monde, heureusement, côté BETC et BETC Digital. On se voyait une fois par semaine pour un hebdo qui devait durer 2 heures, qui en général durait 4 à 5 heures. On finissait souvent très tard le vendredi soir. Mais voilà, c'est des équipes de passionnés. Alors côté agence, ça a été effectivement un investissement en termes de temps de plusieurs mois, vous vous en doutez. Ça a été un vrai projet transversal BETC Digital. L'intérêt, effectivement, c'est qu'on a des experts de la vidéo chez BETC et qu'on a travaillé vraiment ensemble, à la fois sur la partie projet, image et sur la partie digitale. Après, on a fait appel à We Are Anonymous, qui est un studio de production digitale pour développer la plateforme.
Voilà, il y a effectivement un investissement en termes d'énergie sur ce sujet, mais qui en vaut la peine parce qu'on est content du résultat. Une dernière question ? Vous avez parlé de plateforme interactive et d'un point de vue vocabulaire, est-ce qu'on pourrait parler de web documentaire ? On prononce rarement ce mot-là dans le brand entertainment. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un web documentaire. Pour éviter que ce ne soit qu'un web documentaire, et c'est aussi ce qui nous a poussé à construire cette plateforme, on s'est dit qu'on allait l'enrichir. C'est pour ça que je vous disais que ça aurait très bien pu vivre comme un film uniquement. On parle d'une plateforme justement parce qu'on y a rajouté tout un tas de contenus qui nous semblaient intéressants à faire découvrir. Mais effectivement, c'est un web docu, oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. J'ai cru voir que vous avez utilisé Instagram en fait pour promouvoir votre opération, et je voulais savoir en quoi ce canal avait été intéressant pour vous. Hugo Cabri. Bonjour. Hugo Cabri de Hémisphère Droit. Bonjour Hugo. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout ce qu'il y avait sur la plateforme, parce qu'on peut sinon en parler des heures. Je ne vous ai pas parlé non plus de tout le plan de com pour que ça fonctionne. On s'est évidemment appuyé sur notre réseau d'hôtels. Pour Instagram et Twitter, puisqu'il y a également l'utilisation de Twitter, il faut savoir qu'à date, on n'a pas de compte Instagram, on n'a pas de compte Twitter. Ça ne saurait tarder. Mais pour tout ça, il faut de la stratégie, il faut de la réflexion, pas le faire n'importe comment, il faut des ressources. Pour Instagram, ça paraissait assez naturel parce que finalement on parle de vraies personnes qui sont dans des situations assez extrêmes. On imagine être à leur place, on a envie de prendre des photos, on a envie de partager. Donc déjà, on les a équipés. Ils avaient en plus, pour certains, leur compte perso, puisqu'on parle une fois de plus de vraies personnes. Donc Instagram était l'outil naturel. Après, c'est en plus un contenu visuel. Quand on parle d'entertainment, on parle aussi de beauté esthétique. On parlait de web docu pour la partie vraiment audiovisuelle et cinématographique. Mais la photo, on voit l'impact de la photo au quotidien dans les gens, avec une volonté finalement un petit peu d'esthétisme. Et chacun se prend pour un photographe du quotidien. Donc c'est une façon aussi d'être dans la proximité, d'être proche des gens. Et c'est un outil de viralisation. Donc ça permettait, vous le verrez sur la plateforme, de regarder des super photos. On peut juste regarder, pianoter, ou on peut aussi les partager. Du coup, c'est la finalité avec ses amis. Voilà pour le rôle d'Instagram. Je ne sais pas si j'ai répondu. Juste, effectivement, on avait très envie de partage live, mais bien entendu, le tournage a eu lieu 2 mois avant la mise en ligne. Donc, ce sont des photos qui ont été postées 2 mois avant sur un compte qui a été rendu public au moment de la sortie. Et même si les tweets ont été envoyés en live, c'est vrai que c'est un peu, dans la chronologie, c'est un peu plus compliqué que l'instantanéité du tweet du moment. Mais bon, on a quand même utilisé ces outils social que possédaient les acteurs. Merci à toutes les deux. C'était vraiment super. Merci beaucoup.